Qu'est-ce qu'une épave de navire pouvait bien cacher pour que, des décennies plus tard, elle continue de susciter la peur chez les experts? De la récupération de l'amiral Gravski jusqu'aux secrets et artefacts auxquels personne n'était préparé à faire face. Aujourd'hui, nous allons explorer les découvertes les plus troublantes du navire retrouvé, qui dissimulent des vérités que beaucoup préfèrent ne pas déterrer. Numéro 11, la naissance d'une légende. L'amiral Gravski était une terreur sur les mers. Il rôdait comme une ombre immense, rapide et doté d'une puissance de feu considérable. Quand l'ennemi l'apercevait, il était déjà trop tard. Le feu et les explosions guettaient quiconque croisait la route de ce navire de guerre. Et le secret derrière tout cela, c'était la tromperie. Tromperie et mensonge. Le Gravski était censé être un cuirassé de poche, mais dès sa conception, il était destiné à briser les règles. Sa quille fut posée le 1er octobre 1932 et, selon le traité de Versailles en vigueur après la Première Guerre mondiale, des navires comme celui-ci ne pouvaient pas dépasser 10 000 tonnes longues. Le Gravski était censé respecter ces exigences et, sur le papier, il l'a fait. La réalité était tout autre. Le Gravski avait un déplacement à pleine charge de 16 020 tonnes longues lorsqu'il fut lancé en 1934, enfreignant totalement le traité. 2 ans plus tard, le navire entra en service en Allemagne. Le Gravski était une force avec laquelle il fallait compter. Ce navire de guerre de 185 mètres de long était équipé de 6 canons de 28 cm comme armement principal et de 8 canons de 15 cm comme batterie secondaire. De plus, il disposait d'une puissante capacité antiaérienne. Le Gravski était plus qu'une forteresse. Il avait plus de puissance de feu que n'importe quel autre navire de sa catégorie. Et ça ne signifiait pas qu'il était lent. Il était propulsé par 4 moteurs diesel à 2 temps et 9 cylindres à double effet, qui lui conféraient une vitesse maximale de 28,5 nœuds. La formule imaginée par les Allemands était incroyablement simple. Tout navire qui surpassait le Gravski en armement ne pourrait jamais l'atteindre, et tout navire capable de l'atteindre ne pourrait jamais le surpasser. Avec cette idée simple, l'Allemagne avait conçu et créé le plus grand prédateur des mers. Rien n'avait la moindre chance de résister à la terreur des océans. Numéro 10, le superprédateur. La trajectoire du Gravski avant la Seconde Guerre mondiale s'est déroulée sans incident. C'est pendant la guerre qu'il a vraiment atteint son apogée. Sous le commandement de Hans Langsdorff, le Gravski fut envoyé en mer avec un seul objectif, traquer et détruire les navires de ravitaillement alliés. Le but était de paralyser la route d'approvisionnement qui alimentait la guerre, et lorsque le Gravski s'est mis à les chasser, il n'a pas déçu. Le SS Clément fut le premier à couler. Son capitaine fut emprisonné et le navire a sombré. Ensuite, ce fut le tour du Newton Beach, suivi de 7 autres navires. Le Gravski était devenu un symbole de destruction pour tout navire qui le croisait. Il avait coulé 9 navires marchands sans faire une seule victime. Cela s'expliquait par le fait que le Gravski avait reçu des ordres stricts de respecter les règles de prise en combat. Ces règles garantissaient que l'équipage du navire attaqué soit évacué avant le naufrage. Numéro 9, la chasse. Bien que ce succès ait dû réjouir les Allemands, il fut tout aussi angoissant pour les forces alliées. Les Britanniques prirent conscience de l'ampleur du danger qu'ils couraient s'ils laissaient le Gravski naviguer librement. C'était un navire bien trop dangereux et avancé pour le laisser agir seul. C'est ainsi que la chasse commença. Les marines britanniques et françaises unirent leurs ressources, formant 8 groupes de navires de guerre. Les 8 groupes avaient le même objectif, trouver et traquer le Gravski. C'est impressionnant de voir comment un seul navire a pu inspirer une telle terreur. L'un de ces groupes, composé de 3 croiseurs, l'Exeter, l'Ajax et l'Achille, a rattrapé le Gravski près de l'Uruguay lors d'un affrontement connu sous le nom de la bataille du Rio de la Plata. Ce qui s'ensuivit fut une bataille féroce, les énormes canons des navires se déchaînant les uns contre les autres, fauchant des vies en quelques secondes. Lorsque la situation s'est apaisée, il n'y avait pas de vainqueur évident. Le Gravski était mal en point et endommagé, mais les navires alliés étaient dans un état encore pire. Le Gravski a infligé tant de dégâts à l'Exeter que celui-ci a dû prendre la fuite. L'Ajax a également essuyé quelques tirs et, entre-temps, le Gravski avait réussi à s'échapper. Vaincu, les capitaines se sont retirés avec leurs navires. Minérolite, Reiki. Hans Langsdorff a réussi à conduire son navire endommagé jusqu'au port, où il a obtenu l'autorisation d'y rester 4 jours pour effectuer des réparations. En évaluant les dégâts, la situation s'annonçait mal. Le Gravski avait essuyé 70 impacts pendant l'affrontement.
36 membres d'équipage ont perdu la vie et 60 ont été blessés. Langsdorff lui-même avait été touché 2 fois par des éclats d'obus. Le pire, c'est que 2 éléments clés du navire étaient gravement endommagés, l'usine de purification du pétrole et l'usine de dessalement. Sans elles, il serait impossible de naviguer jusqu'en Allemagne. De plus, Langsdorff entendait des rumeurs inquiétantes. Selon la presse, une force navale encore plus importante était en train de se rassembler pour affronter le Graf Spee dès qu'il prendrait la mer. Langsdorff se trouvait dans une situation difficile. Il ne lui restait que 2 options, rester au port ou tenter de forcer le blocus. Rester au port était impossible, car tôt ou tard le gouvernement uruguayen permettrait à l'ennemi d'accéder au navire, et s'échapper signifierait perdre encore plus de vies. Langsdorff choisit une 3e option, s'aborder le navire. Il emmena avec lui une partie de l'équipage, fit sortir le Graf Spee du port et plaça des charges pour le couler. Peu après, le navire s'embrasa et la légende qui avait autrefois parcouru les mers en tant que prédateur suprême disparut. Le feu brûla sans interruption pendant 2 jours et la colonne de fumée fut lisible depuis le port encore plus longtemps. Mais Langsdorff n'avait aucune idée qu'il venait de commettre une terrible erreur. Il s'est avéré que le Graf Spee n'était pas aussi piégé dans le port que Langsdorff le pensait. Toute l'histoire des forces britanniques rassemblées pour lui tendre une embuscade n'était que des mensonges, de la propagande manipulée par les autorités britanniques pour effrayer Langsdorff. En réalité, un seul navire était venu en renfort de l'Ajax et de l'Achille. Numéro 7, l'épave. L'épave du Graf Spee se trouvait dans une zone peu profonde de l'océan. Pendant des décennies, la partie supérieure du navire dépassait de l'océan à marée basse. Avec le temps, le navire a commencé à subir les intempéries. Il a commencé à rouiller et la vie marine s'en est emparée. Mais l'épave n'est pas tombée dans l'oubli. On pouvait la voir depuis le port. Donc, comme on pouvait s'y attendre, beaucoup voulaient s'en approcher pour la voir de près. Ils l'ont fait à bord de bateaux noués, et rarement avec du matériel de plongée. Avec le temps, une couche de limon s'est déposée sur le navire. Les vents et les tempêtes l'ont désintégré. Jusqu'à ce que finalement, des décennies après son naufrage, tout soit recouvert d'eau, même à marée basse. Les fragments qui dépassaient autrefois étaient désormais détachés, éparpillés au fond de l'océan. La coque principale s'enfonçait de plus en plus dans le fond de l'océan, gîtait fortement. Finalement, le redouté Graf Spee atteignit sa dernière position de repos, couché sur le flanc, à moitié enfoui et à moitié recouvert de corail. Sans aucun doute, cela aurait dû être une fin appropriée pour la légende. Numéro 6, la curiosité. Mais au lieu de disparaître dans les annales de l'histoire comme tant d'autres, ce navire de guerre nazi commença à attirer encore plus d'attention. Il y avait toujours une question qui planait pour ceux qui s'intéressaient à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et la question était simple, quel secret le Graf Spee cachait-il dans ses entrailles? La réponse ne faisait que soulever d'autres questions. Qu'est-ce que l'équipage avait laissé là avant de le couler? Pourquoi le capitaine avait-il décidé de couler le navire au lieu de l'abandonner? Le Graf Spee était, après tout, l'un des navires les plus importants de la marine allemande. Et depuis son naufrage, personne n'avait accédé à ses coffres et à ses chambres scellées. La curiosité ne disparaît pas, mais peu savaient que leur curiosité les mènerait à des découvertes qui allaient les laisser sans voix. Numéro 5, une inspection britannique. Les premiers à tenter d'explorer le Graf Spee furent rien de moins que les Britanniques. Les officiers de la marine sont entrés discrètement. Leur principal intérêt portait sur la technologie à bord. Ils voulaient vérifier à quel point les systèmes radars et de contrôle de tir du navire étaient avancés, cela même qui avait tant avantagé la marine allemande pendant la guerre. L'espoir était de trouver une nouvelle technologie qui aurait survécu au naufrage afin, peut-être, d'améliorer la technologie britannique. La Grande-Bretagne n'était pas étrangère à la rétro-ingénierie de la technologie allemande, et c'était là une occasion en or. Malheureusement pour eux, l'équipage avait été très méticuleux en détruisant tout ce qui était important. Après tout, ce n'étaient pas des amateurs. Ils savaient que si l'une de ces informations tombait entre les mains de l'ennemi, ce serait une catastrophe. Alors, en le coulant, ils ont tout détruit. Et pour couronner le tout, ils ont dispersé toutes les munitions autour du navire avant de faire exploser les charges de sabordage, juste pour s'assurer que tout soit bien vétri. Les découvertes de l'expédition britannique n'ont jamais été rendues publiques. C'était l'une de ces opérations secrètes menées dans la plus grande discrétion possible.
Et comme les archives de guerre restent scellées dans la plupart des cas, nous ne connaîtrons pas ces découvertes de sitôt. Numéro 4. Une expédition dangereuse. Après le retrait britannique, le Graf Spee est presque tombé dans l'oubli. Mais les légendes ne meurent pas si facilement. Au début des années 2000, on a parlé d'une mission d'exploration. Avec le soutien d'investisseurs privés, des plongeurs locaux ont été recrutés pour mener une expédition sur l'épave. L'objectif était de récupérer certains des artefacts enfouis dans le navire. Cette mission allait être difficile. Même si l'épave se trouvait dans des eaux peu profondes, cela ne signifiait pas que la plongée était sans danger. Le nuage de vase et de terre réduisait la visibilité, tandis que le fort courant océanique rendait chaque mouvement plus épuisant pour le corps. Mais ces plongeurs connaissaient ces eaux comme leur poche. C'étaient des gens du coin, ils savaient dans quoi ils s'engageaient et ils étaient prêts. L'expédition a eu lieu en 2004 et s'est révélée aussi difficile qu'on l'avait prévu. Mais les efforts allaient bientôt porter leurs fruits, car la découverte des plongeurs a stupéfié des experts du monde entier. La première découverte de l'expédition fut le télémètre d'artillerie du Graf Spee. C'était une pièce essentielle de l'équipement qui permettait à l'équipage de suivre la cible et de tirer avec précision. Elle a dû jouer un rôle clé lors de sa dernière bataille contre les navires britanniques. L'énorme pièce a été récupérée et remontée à la surface comme une merveille d'ingénierie de la Seconde Guerre mondiale. Mais la découverte la plus significative s'est avérée être un souvenir nazi. Les plongeurs ont découvert une statue d'un aigle de 2 mètres portant la croix gammée nazie. La statue était en bronze et pesait près de 400 kg. Personne ne s'attendait à trouver cette statue parmi les débris de l'épave. Il s'est avéré qu'elle avait été placée à la poupe du Graf Spee, symbole des idéaux et de la fierté nazie. Mais ce n'était de loin pas la chose la plus étrange trouvée à bord du Graf Spee, comme les experts l'ont découvert par la suite. Numéro 3. Le destin de la statue. La statue de l'aigle est devenue le centre d'une controverse dès sa découverte. Cela a fait la une de l'actualité internationale et personne ne semblait savoir quoi en faire. Dans un premier temps, elle a été exposée, mais le public s'est plaint, affirmant qu'elle glorifiait les. Elle a donc été rapidement retirée de l'exposition et placée dans un entrepôt. Depuis, la statue est restée cachée, à l'abri des regards du public. Le gouvernement uruguayen a finalement décidé de la faire fondre et de demander à un artiste de la transformer en colombe, symbole de paix. Après la réaction négative, ils sont rapidement revenus sur cette décision. À Punta del Este, un homme d'affaires juif a même proposé d'acheter l'aigle juste pour pouvoir la faire exploser. Mais, comme on pouvait s'y attendre, le gouvernement a refusé l'offre. La statue nazie est ainsi devenue un sujet de discorde. S'il la détruisait, il détruirait un morceau d'histoire, aussi odieux soit-il. Et si elle était conservée et exposée dans un musée, on les accuserait de préserver des symboles. Même aujourd'hui, personne ne sait quoi faire de la statue. Numéro 2. Que cache l'épave du naufrage? Malgré ces découvertes étonnantes, les plongeurs savaient qu'il restait encore beaucoup à explorer. Ils n'avaient plus accédé qu'à une petite partie de l'épave. Beaucoup plus restaient intacts, isolés du monde. Et ces compartiments inaccessibles étaient les plus importants du navire. Ils comprenaient les cabines du capitaine, le centre de commandement et la salle des communications. Les objets les plus importants de tout le navire auraient été entreposés dans l'une de ces pièces. Qui savait ce que contenaient ces compartiments cachés? Des messages secrets à Berlin? Des trésors? Peut-être même des informations sur des missions secrètes? Les théories faisaient de partout dans la communauté des plongeurs. Avec cette expédition, les plongeurs avaient ouvert une véritable boîte de Pandore de questions, et tant qu'ils n'auraient pas de réponse, le monde ne trouverait pas de repos. Malheureusement, l'équipe de plongée ne disposait pas encore de la technologie ni du financement nécessaire pour atteindre les chambres scellées. Ce navire était trop endommagé, trop vieux et les conditions étaient bien trop dangereuses. Accéder aux voûtes scellées aurait signifié la mort, alors toute tentative de percer ces secrets a été stoppée. Numéro 1. Une nouvelle expédition. Ce n'est qu'en 2025 qu'une autre expédition a été lancée, un effort international réunissant des experts du monde entier pour planifier une mission d'exploration de l'épave du Graf Spee. Mais accéder à l'épave était aussi dangereux que lors de l'expédition de 2004. Les mêmes courants puissants et la même faible visibilité faisaient qu'un faux mouvement pouvait être fatal. Mais il y avait une grande différence, la différence technologique.
Avec le soutien d'organisations du Royaume-Uni, d'Allemagne, des États-Unis et d'Uruguay, les plongeurs ont pu utiliser des submersibles entièrement autonomes pour accomplir la mission. De cette façon, la vie d'aucun plongeur n'était mise en danger. Ces submersibles étaient équipés de technologies de pointe, comme un radar de pénétration des sédiments, des sonars à ultra haute fréquence et des équipements de photogrammétrie 3D. L'épave, gravement endommagée, pouvait désormais être explorée en toute sécurité. Ces submersibles, de très petite taille, pouvaient accéder aux compartiments intérieurs, inaccessibles aux humains en raison de l'espace restreint et du danger inhérent à la plongée dans une épave instable. Et ce qu'ils ont découvert a bouleversé le monde entier. Au début, les plongeurs n'ont rien trouvé de particulièrement intéressant, mais c'était parce qu'ils n'avaient pas encore atteint leur objectif final, accéder à la section juste derrière la passerelle du navire. Cette partie du bateau n'avait jamais été explorée depuis le naufrage, ce qui signifie que si les plongeurs voulaient trouver quelque chose de valeur, c'était ici qu'il fallait chercher. Qu'en as-tu pensé? On se retrouve dans la prochaine vidéo.